Oscar G a dit, on essaie de résoudre 2 à 3 problèmes monsieur. Powering on. Mic on. Noé Gatier a dit, venez. Delaf a dit, salon court assis. Mic off. On venait de commencer le problème dynamique, l'équation différentielle et la méthode d'Euler. Ouais, on a quasiment rien écrit, hein, on est d'accord? Non, on a juste remarqué 2 lignes. C'est parti. Alors, je partage un écran dans 2 minutes et c'est parti. En espérant que tout le monde puisse voir l'écran cette fois. Hop. Ok, alors si je fais maintenant Discord, partager, fenêtre de l'application, tac. Ok, donc si tout va bien, là vous avez réussi à vous connecter, vous êtes 49, 30, 39, 40. Si tout va bien, vous m'entendez et vous voyez la fenêtre que j'ai partagée avec la suite du cours. Ceux qui me parlaient il y a 2 minutes, là, vous confirmez que ça marche, du coup, là, c'est bon? Mic on. Oui, c'était impeccable. Ok, bon. Mic off. Donc, pour des raisons que je ne comprends pas, je ne peux pas partager à l'écran le tableau avec tout le monde. J'ai pas eu de problème avec les miens, mais en même temps, les miens, ils sont que 20, donc c'est peut-être pour ça que je m'en suis pas rendu compte. Est-ce que c'est peut-être une histoire de l'appli en ligne qui supporte pas plus de... J'étais avec un ordinateur perso, en fait, avec l'appli Discord. Là, j'ai utilisé l'appli en ligne sur un ordi du lycée. C'est peut-être elle qui limite à 25 personnes pour filmer. Donc je retesterai. De toute façon, j'ai pas vraiment besoin de mon tableau aujourd'hui. On va fonctionner comme ça. J'ai 2 ordinateurs allumés. J'ai un ordinateur allumé. Je vois les questions éventuelles que vous posez au fur et à mesure sur le chat questions informatiques. J'entends également certains d'entre vous sur les enceintes de la salle parce que je suis en salle info. Et puis je vous parle, donc normalement vous m'entendez à peu près. Je vous rappelle, vous informe que si certains d'entre vous ont des problèmes pour assister à certains cours, de toute façon, nous, on va en avoir très peu a priori. Hein. Macron a promis hier qu'on reprenait les cours le 26 avril en distanciel et le 3 mai en présentiel. Mais quoi qu'il en soit, s'il y en a parmi vous qui ont des problèmes de connexion à un moment donné, que ce soit aujourd'hui ou sur le TP de vendredi, ou qui ne peuvent pas être en cours pour des raisons XY, tout ce qu'on va faire, je vais mettre la page à jour. Je vais bien expliquer. Tout le cours va être le cours que vous allez recopier maintenant. De toute façon, il est en ligne, il est tapé. Moi, je vous conseille de le noter comme si vous étiez en cours avec moi pour avoir une trace écrite. Le noter à votre façon, puis garder ce rythme naturel d'écriture qu'on a acquis ensemble. Mais de toute façon, voilà, tout le travail que vous rateriez, vous pouvez le rattraper ultérieurement. Tout sera en ligne.
Vendredi, 10h, pour ceux qui n'ont pas eu l'info, mais j'espère que vous l'avez tous eu, on fait TP en classe entière. Donc tout le monde se reconnecte ici à 10h vendredi matin, je serai là. Je testerai avec mon autre ordinateur, ce qui fait que normalement, à mon avis, je pourrais partager le tableau aussi. Mais au pire, de toute façon, pour un TP d'informatique, il suffit que je partage une fenêtre Piso essentiellement. Et j'arriverai à vous raconter tout ce que je veux avec le micro. S'il y a des questions, vous me dites. Moi, je passe sur mon document partagé là. Donc, vous pouvez écrire la suite. Si vraiment il y en a qui préfèrent écouter, ne pas écrire, vous aurez ce cours en ligne ici là. Celui qui est actuellement dans la fenêtre de partage. Mais moi, je fais comme si vous étiez en train de le recopier, comme si j'étais en train de l'écrire au tableau. C'est le cours que j'avais mis en place l'an dernier sur de manière numérique pour les cours à distance. Donc on était sur si vous avez des questions sur le fonctionnement général, vous me dites. Là aujourd'hui, cours, vendredi TP, à la rentrée, on fait juste 1 heure de cours, pas de TP la semaine de la rentrée. On croise les doigts et on espère être en présentiel la semaine d'après pour le TP suivant. Ce sera le premier TP sur la méthode de l'heure, justement. Donc, équation différentielle, je vous avais juste fait l'introduction. On va résoudre des équations linéaires ou pas linéaires. Je crois que la première phrase, on l'avait écrit ensemble. Donc, on va partir d'un exemple. Alors, je ne sais plus si on avait noté l'exemple, mais bon, allons-y. Voilà. L'exemple, c'est une équation très simple, y' de t moins t fois y de t égale t. Ne soyez pas troublés si, dans les énoncés de mathématiques ou d'informatique, la variable t, parfois, ne figure pas dans les fonctions. Je pense que vous avez déjà l'habitude, en physique ou en SI, on a vite fait, c'est un abus de notation, d'oublier la variable. Souvent, on écrit y' moins ty égale t. Évidemment, à droite du égal, il faut mettre le t, mais à gauche, souvent, on oublie le t dans le y' et le y. Je crois que c'est des choses que je vous ai dit il y a une semaine. Là, donc, j'ai rajouté une condition initiale, y de 1 égale 4. Je propose de résoudre cette équation différentielle sur l'intervalle 1 plus infini fermé en 1. Je crois qu'au premier semestre avec M. Aldebert, vous avez vu ces équations d'ordre 1 et vous avez vu notamment la notion de problème de Cauchy. N'hésitez pas dans l'heure qui vient, de manière générale, et puis dans le TP de vendredi, à de temps en temps faire une petite intervention orale, ne serait-ce que pour me répondre à une petite question que je pose, ou à faire une petite intervention écrite, si vous voulez, juste pour que je ne me sente pas trop seul. Cette équation d'ordre 1, si on lui rajoute sa condition initiale, on appelle ça un problème de Cauchy. Juste un petit oui, là, vous me confirmez que problème de Cauchy, on en a parlé il y a une semaine, vous en avez parlé en maths. Ça marche, ok, c'est bon, j'ai mis 3-4 oui, c'est bon. Je crois que voilà. Donc, donc ce problème de Cauchy, il a une seule solution. Sur cet exemple, on sait calculer la solution de l'équadif. On va bien sûr faire une méthode de résolution approchée, mais je vous montre pour commencer un exemple où on sait la résoudre, l'équation différentielle, afin de pouvoir ensuite comparer les solutions exactes que nous connaissons aux solutions approchées qu'on va calculer, nous, numériquement, pas à pas. Donc là, petit exercice que je vous conseille de faire, est-ce que vous êtes capable de résoudre cette petite équation différentielle et de trouver la solution. La solution, c'est moins 1 plus 5 fois exponentielle de moins 1,5 fois exponentielle de t carré sur 2. Donc les petits points, bien sûr, c'est des fois que j'ai écrit comme ça informatiquement. Donc, je répète, la solution exacte, exercice, vous la calculez, moins 1 plus 5 fois exponentielle de moins 1,5 fois exponentielle de t carré sur 2. En mathématiques, on résout l'équation différentielle sur un intervalle de longueur infinie ici, 1 plus infini. En informatique, on va s'arrêter un moment. On ne va pas résoudre sur 1 plus l'infini, on ne va pas aller à l'infini. On va s'arrêter à une certaine borne. Par exemple, je descends un peu sur mon document partagé, on va résoudre sur le segment 1, 3. Quand il y a des bips, je vais vérifier que ce n'est pas des questions. Voilà, donc c'est parti, résolution numérique sur 1, 3, je vous laisse écrire ça. Je vous redirai un mot là-dessus, mais la méthode de l'heure qu'on va voir, qui est la seule et unique méthode qu'on verra, on va même voir une sous-méthode, on va voir la méthode de l'heure explicite. Il y aurait aussi des méthodes plus compliquées de l'heure implicite. Je vous redirai un petit mot là-dessus en deuxième année.
disons que là, bon, on va faire la méthode de l'heure explicite et je vais vous dire un petit mot sur ce que ça pourrait être d'autres méthodes de l'heure qui ne seraient pas explicites. Alors, on va découper notre intervalle en fait. L'intervalle 1,3, donc le segment 1,3 sur lequel on va résoudre l'équation différentielle, on va le découper en petits segments. On a fait ça il y a un mois quand on a calculé des intégrales de façon approchée. Quand on calculait l'intégrale par la méthode des rectangles, une des premières choses qu'on faisait, c'était de découper le segment en plein de petits intervalles de même longueur. Donc voilà, je vous laisse écrire ça. On choisit un pas. Je ne sais plus si on appelait ça le pas pour la méthode des rectangles, mais je ne crois pas. Mais bon, voilà. Ici, le pas va vraiment avoir une très grande importance. Le pas, dans un programme Python qu'on verra tout à l'heure, on peut noter pas, on peut noter h. Voilà. Donc notre intervalle, on va le découper en n intervalles. Par exemple, on va le découper en 100 intervalles. Et donc, ici, je pense qu'il y a une erreur dans mon... Ouais, il y a une erreur là. Il va falloir qu'on corrige ça. Qu'est-ce qui est faux dans mon... Il y a un petit truc qui est faux sur mon écran, là, une petite coquille. D'ailleurs, est-ce que je peux partager avec ça? Alors, attendez, je vais regarder comment je peux modifier mon truc sans vous changer l'affichage ici. Hop. Est-ce que vous voyez la petite coquille qu'il y a dans mon cours là? On prend un intervalle de longueur 2, puisqu'entre 1 et 3, il y a bien 2, et on le découpe en 100 intervalles. Du coup, chaque intervalle va être de quelle longueur? Il va vraiment être de longueur 1 sur 100. Quelle est la bonne réponse en fait? Alors, je réponds à Noé. 1,3, c'est le choix de faire sur un 1,3, c'est toi qui choisis. Hein. C'est l'énoncé, c'est moi, j'ai choisi de résoudre sur un 1,3 comme j'aurais pu résoudre sur un 10 ou sur un 9 ou sur un 150. C'est juste un choix personnel. On résout l'équation différentielle sur un certain intervalle. Merci pour vos réponses. Bien évidemment, il y a une copie dans mon cours, c'est pas 1 sur 100, c'est 2 sur 100. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le drive, mon document sur un autre poste où je vais faire la correction. Ça m'évitera de venir parasiter votre lecture. Hop. Pour l'instant, le document que vous êtes en train de visualiser, là, il n'est pas dans le document que je vous ai partagé. Il le sera dans les heures qui viennent, je referai la copie dedans. Pour l'instant, c'est mon document de cours de l'an dernier. Alors, je vous demande une seconde, il faut que cet ordinateur-là se réveille aussi. Bon, je ferai la correction dès que ça accélère. Alors, on continue la lecture, je vous laisse écrire la suite. Je descends un peu. Petite subtilité, donc je descends un peu plus, vous pouvez écrire la suite. Subtilité qui n'est pas très compliquée, mais qui de temps en temps peut nous provoquer des mini-embêtements. On essaiera de les régler le plus simplement possible. Si vous avez un intervalle que vous coupez en 100 intervalles, les valeurs qui vont délimiter ces intervalles, il n'y en a pas 100, il y en a 101. Faites-le sur une valeur de n très petite, vous découpez un intervalle en 3, il y a 4 valeurs qui délimitent les intervalles. Puisqu'il y a la première, il y a les 3 qui achèvent chacun des intervalles. Donc quand vous découpez en n intervalles, vous faites intervenir en fait n plus une valeur. Alors, tac, est-ce que je peux faire une modif ici? Hop, hop, hop. Voilà. Normalement, c'est bon. Ça devrait apparaître bientôt. Ok. Donc, je garde mon exemple n égale 100. On va dire que ça correspond à 101 valeurs, c'est-à-dire n plus une valeur si on revient dans le cas général de n valeur. Le temps initial, donc là d'où on part, je vais le noter petit a. C'est le temps t0 en fait. Donc t0 c'est a, c'est-à-dire dans mon exemple c'est 1. Je vais noter b le temps final. B, ça vaut donc 3. Et n, ce sera la dernière valeur de temps qu'on va échantillonner. Donc, on va la découvrir dans un instant. Les TI, T0, T1, T2, T3, etc. Ça va désigner les temps successifs, les petites bornes de chacun des intervalles avec lesquels on a découpé notre intervalle de départ.
Si je descends un peu plus, je pense qu'on va le... Alors, si j'avais un... Alors, attendez, je vais remonter dans un instant. Voilà. Éventuellement, vous pouvez faire un petit dessin. Si j'avais mon tableau, là, j'aurais rajouté un petit dessin. C'est-à-dire que du coup, je dessinerai juste l'intervalle AB. En A, j'appellerai ça T0, B, j'appellerai Tn, et puis je ferai apparaître sur mon segment T1, puis T2, puis T3, puis T4, simplement pour que vous visualisiez les TI sur l'intervalle AB. Donc T0, c'est A, puis après il y a T1, puis après il y a T2, puis après il y a T3. Comment on passe à chaque fois de TK à TK plus 1 ? On augmente du pas. Si bien que c'est le tiré suivant, là, le deuxième tiré, pour le temps TK, qu'est-ce qu'on a fait ? On part de A, on additionne K fois le pas. Je rappelle que le H, là, pour ceux qui suivent, et j'espère que c'est le cas de tout le monde, H, si on remonte au-dessus, c'est le pas. Donc on est bien d'accord que T0 c'est A, T1 c'est A plus le pas, T2 c'est A plus 2 fois le pas, T3 c'est A plus 3 fois le pas, etc. etc. J'explique peut-être un peu plus lourdement que d'habitude, mais comme vous êtes à distance et que vos journées sont longues, et je veux être sûr que tout le monde comprend, je prends vraiment le temps. Je ne suis pas du tout en retard dans mon programme, donc je me permets ce luxe. Donc T1, je vous ai mis en dessous, par exemple, c'est A plus H, T2, c'est A plus 2H, et puis donc TK, c'est A plus K fois H. Visuellement, ça ne pose aucun problème. Ensuite, on va poser une autre valeur, on va poser Y0. Y0, c'est la valeur au temps initial, la valeur de la fonction au temps initial. Je vous rappelle, si vous remontez là-haut, le problème de Cauchy, c'est proposé de résoudre, c'est avec la condition initiale, y de 1 égale 4. Donc ce 4, je l'appelle Y0. Il correspond à quoi ce Y0 ? Il correspond à la valeur de Y en 1, donc c'est bien Y de 1. Et 1, il se trouve que c'est aussi le temps T0, donc c'est aussi Y de T0. Si vous voulez, là, sur toutes mes notations, c'est aussi pour glisser du particulier au général. Je pars d'une équation différentielle particulière, avec des valeurs de A et B particulières, une valeur de N particulière, et petit à petit, je vous introduis des notations générales qu'on va mettre en place dans un algorithme qui permettra de résoudre à peu près n'importe quelle équation différentielle simple. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette méthode de Euler ? Donc, je vous rappelle que l'idée, c'est qu'on a une équation différentielle qu'on ne sait pas résoudre, ou qu'on sait résoudre sur cet exemple, et qu'on va chercher à avoir une valeur approchée. Alors, notation suivante, c'est le bas du document. La méthode consiste à calculer des valeurs approchées de quoi ? De Y en T1, Y en T2, de Y en Tn. Ces valeurs approchées, on va les noter Y1, Y2, Yn. Y1, c'est une valeur approchée de Y de T1. Il y aura une erreur, comme on va le voir dans un instant. Avec une certaine erreur, une certaine incertitude, on va déterminer à peu près ce que vaut Y en T1, puis en T2, puis en Tn. Donc vous voyez là, on est en train de faire des choses, ce qu'on appelle en mathématiques des choses discrètes. C'est-à-dire que, évidemment, en maths, une fonction, c'est quelque chose de continu. Là, on fait quelque chose de discret, exactement comme quand on a calculé les intégrales, on choisit un nombre fini de points. Là, on a choisi un nombre fini de valeurs en lesquelles on va estimer la fonction. Vous comprenez bien que si on prend beaucoup de valeurs, on va être plus précis. On va y venir dans quelques instants. Et qu'en plus, si on prend une centaine de valeurs, par exemple, en reliant les points sur un écran d'ordinateur classique, là, ça fera comme d'habitude l'illusion qu'on a bien tracé une fonction, puisqu'on ne verra plus les petits bouts de segments. Donc, voilà. La méthode de Euler, en fait, ça tient en une ligne, le principe. C'est qu'à chaque étape, à chaque fois qu'on va calculer un nouveau YK à partir du précédent, on va faire comme si la fonction, c'était sa tangente. On va approcher la fonction par la tangente. Donc ça, principe de la méthode de Euler, je vous laisse écrire la dernière ligne là, qui est sur l'écran partagé. Écrivez en gros, vous pouvez le souligner. La méthode de Euler, c'est juste ça, c'est approcher la fonction par sa tangente. Je reviens dans 30 secondes parce que j'ai une porte à fermer là-bas. Hop. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe à la suite ? À peu près clair ?
Autre petit détail d'organisation générale, l'interro dont je vous avais parlé, on la reporte à la rentrée. Et idéalement, on la reporte au mercredi en présentiel. Ça peut être le 4 ou 5 mai, un truc comme ça. Donc, voilà. Là, on fait cours comme ça. Le mercredi de la rentrée, on continue l'heure. Et le mercredi d'après, si tout va bien, on est ensemble. Et on fait une petite interro portant sur les derniers cours, notamment celui-ci. Les derniers cours qu'on avait vus avant ce petit confinement. Alors, on va zoomer, regarder en détail, au ralenti, en gros, en très gros, ce qui se passe à la première étape de cette méthode de l'heure, ce qu'on appelle approcher la fonction par sa tangente. Je vous laisse écrire la ligne suivante et après, ça va sauter toute une page, donc je vais juste m'assurer que tout le monde a bien noté la suite du cours. Pendant ce temps, je vais essayer de brancher un truc. Hop. Et voilà. Alors, pas de questions a priori. On continue. Alors, je descends, zoomons sur la situation à la première étape, c'est-à-dire comment on va calculer le Y de T1. D'ailleurs, c'est pas vraiment Y de T1. Il y a aussi une petite coquille, je la corrige en direct, c'est Y1 en fait. Y de T1, c'est la vraie valeur de la fonction en T1. Or, nous, c'est pas Y de T1 qu'on va calculer, c'est une valeur approchée de Y de T1. Donc, c'est plutôt Y1 qu'on va calculer. Je corrige, hop. Et aussi. Zoomons sur la situation à la première étape, c'est-à-dire le calcul de Y1. Alors je descends, et là ça va faire disparaître toute la page. S'il y en a qui n'ont pas eu le temps de tout noter, vous hurlez. Et je reviens en arrière 2 secondes. Bon, voilà, là on va bien prendre le temps d'analyser ce dessin. Vous n'êtes pas obligé d'écrire ce qui est en bas de la page pour l'instant. Vous essayez surtout de recopier correctement le dessin. Vous prenez bien le temps. Vous pouvez faire les mêmes couleurs que moi. Et on va commenter ça en détail. Alors, que nous envoie Léo? Pour l'instant, ça... Ok, ça marche. Encore une fois, je partagerai tout ça dès la fin de ce cours ou dès midi. Je remettrai ça en ligne sur la page partagée. Vous pourrez tout relire tranquillement. Merci. Alors, vous recopiez ce dessin, vous essayez de faire à peu près comme moi, vous respectez les couleurs. En vert, c'est la... Alors, de plus en plus, je me dirige vers le cas général des problèmes qu'on est en train de résoudre. Qui, là, sur ce dessin, n'apparaissent pas 1, 4, 3, le 100 non plus. Les données concrètes là, de mon exemple, je les ai fait disparaître. Là, je suis revenu dans un cas général. On a un temps T0. Juste après, on a un temps T1. Entre les deux, on a le pas. En T0, on connaît la valeur de la fonction. C'est la fameuse condition initiale qui est donnée au départ. La valeur initiale, c'est Y0, et donc elle coïncide avec Y de T0. On a une solution exacte qu'on va dire qu'on ne connaît pas, par exemple, qui est la fonction verte. Et au point T0, la fonction est dérivable, il y a une tangente. On va partir de cette tangente, on va se déplacer de la longueur du pas. Là où on va arriver au bout du pas sur la tangente, on va dire que c'est Y1. Donc Y1, on va prendre ça comme valeur approchée de celle qu'on ignore, c'est-à-dire Y de T1. Donc évidemment, en faisant ça, et c'est notamment particulièrement spectaculaire quand on fait un zoom, on voit bien qu'on fait une erreur.
approcher la fonction par sa tangente, évidemment, ça commet une erreur. Mais j'anticipe sur la suite, évidemment, si on prend plein de points, on prend des petits intervalles pour découper notre nombre d'intervalles, l'erreur va être minime, et en augmentant le nombre de points, évidemment, on va améliorer la précision de la méthode. C'est pour vous montrer exactement ce qui se passe à l'étape 1 en prenant bien le temps. C'est clair, y1, c'est la valeur qu'on va calculer sur la tangente, c'est une valeur approchée de y de t1. Évidemment, comme une erreur, j'ai fait apparaître sur le graphique. Vous faites bien apparaître le pas, enfin bref, vous recopiez exactement le graphique à l'identique. Ensuite, on va commenter le petit texte qui est en dessous, vous pouvez commencer à écrire aussi. « 43, ça veut dire que tout le monde est là, parce que vous étiez 45. La dernière fois qu'on s'est vu, vous étiez 45, il y en a 2 qui ont renoncé, je crois, c'est ça? Vous seriez 43, sauf qu'avec moi, ça fait 44. Il manquerait une personne ce matin, peut-être? Sinon, bravo d'être tous ici, c'est super. Un des avantages de Discord, hein, c'est pour ça aussi. Alors hier, il y avait des problèmes de NT. Discord, ce que j'aime bien, c'est que ce que vient de partager Léo, par exemple, là, bah, ça va rester sur le serveur. Alors que sur le NT, par exemple, une fois qu'on déconnecte le cours, ça disparaît. Ça, c'est vrai que c'est un avantage. Vous pouvez retrouver a posteriori des questions, des informations, des partages de documents qui restent en place. C'est quand même pas mal du tout. Alors, en dessous, j'ai écrit le commentaire suivant. Cette première étape, la méthode de l'heure, donc là, on a vraiment décomposé la première étape, bon, le calcul de T1, le tout premier temps, le calcul de Y1, pardon. Cette première étape, elle est un petit peu différente des autres, sur le fond. Pas vraiment sur la forme, hein, dans la boucle for qu'on va établir dans quelques minutes, dans la formule générale, elle n'est pas du tout différente des autres. Mais sur le fond, elle est un peu différente des autres. C'est la seule étape où on est sûr de partir d'un point exact de la fonction. Là, le point de coordonnées T0, Y0, le point de départ de la fonction verte, on est sûr que c'est le bon, et donné dans l'énoncé de l'équation différentielle. Alors que, on va le voir dans un instant, à l'étape d'après, on ne va pas partir de Y de T1, puisqu'Y de T1, on ne le connaît pas. On va partir de Y1, ce qu'on croit être, ce qu'on a calculé comme une valeur approchée d'Y de T1. À l'étape d'après, on va partir d'un mauvais point, donc d'une mauvaise tangente. Donc évidemment, les erreurs avec le temps, elles vont s'amplifier. En tout cas, elles peuvent s'amplifier. On va voir que ce n'est pas du tout forcément le cas et qu'elles peuvent au contraire elles peuvent soit se cumuler, soit s'annuler. Par miracle, au bout de 1000 itérations, on peut retomber sur une valeur quasi exacte. Ça dépend vraiment comment est construite la fonction. En fait. Spoil, vous voyez bien ce qui se passe là. La fonction, là, elle a une forme de parabole descend, ou une forme de logarithme, si vous voulez. On appelle ça une fonction concave. Je ne sais pas si M. Aldebert vous l'a dit. Quelqu'un d'autre. Évidemment, qu'est-ce qui se passe pour sa tangente? Sa tangente, elle est trop haute. À chaque fois que la fonction comme ça va être concave, va partir avec une accélération décroissante, les tangentes vont être trop hautes. Au contraire, si vous prenez une fonction du type x carré ou exponentielle, les tangentes vont être trop basses. On voit très bien ce qui va se passer avec la méthode de l'heure, quand est-ce qu'on va être trop haut, quand est-ce qu'on va être trop bas. Quand imaginez une sinusoïde, une solution d'équation différentielle qui soit une sinusoïde, tantôt on va être trop haut, tantôt on va être trop bas. C'est tout à fait possible, si la méthode se passe bien, que finalement les erreurs se compensent avec un pas très intéressant au départ. Alors on écrit ça, cette première étape est légèrement différente des autres, c'est la seule où on est certain de partir d'un point exact, en l'occurrence T0, T0, puisque Y0, c'est justement Y de T0. Alors, on rentre dans le concret de la méthode de l'heure. Vous allez voir que c'est un peu comme la méthode des rectangles. Beaucoup de blabla, de dessin, d'introduction. Puis à la fin, finalement, c'est une boucle for de 2 lignes. Bah là, c'est un peu la même idée. Il y a beaucoup de blabla. Je prends vraiment le temps de vous expliquer parce que je vous ai dit c'est quelque chose de très important dans le programme d'informatique et dans les sciences de manière générale. Vous allez voir que finalement, ça tient en très peu de lignes et qu'on va faire très peu de choses. La tangente, allons-y. Qu'est-ce qu'elle a comme coefficient directeur? Bah, évidemment, le nombre dérivé. La tangente en T0, Y de T0, ou en T0, Y0, c'est pareil. Et pour coefficient directeur, Y' de T0.
Là, vous voyez bien le prime. Est-ce que je pourrais grossir l'écran ici d'ailleurs? Ça aura un intérêt, ça ou pas? Zoom. C'est pas idiot de grossir un peu comme ça. Donc la tangente à la coefficient directeur égale prime de T0. Si je regarde sur mon dessin, vous avez votre joli dessin que vous avez recopié, j'espère. Cette tangente, une autre façon de voir son coefficient directeur, c'est les variations en ordonnée divisées par les variations en abscisse. Ça, c'est un truc que vous faites dès la seconde, je pense, seconde, première. Coefficient directeur d'une droite, c'est, si je parle vulgairement, delta y sur delta x. Les variations sur l'axe des ordonnées divisées par les variations en abscisse. Donc le coefficient directeur de la tangente, je suis en train de parler de la droite rouge, bien sûr, c'est d'une part y' de t0, et d'autre part c'est y1 moins y0, variation en ordonnée, divisé par t1 moins t0, variation en abscisse. Sauf que t1 moins t0, ce n'est autre que le pas, h. En fait, c'est y1 moins y0 sur h. Tout ça se voit sur le graphe. J'ai sauté une étape qui est archi facile. Vous égalisez les deux maintenant. Vous écrivez que y' de t0, c'est égal à y1 moins y0 sur h. Je viens de dire que le coefficient directeur, il y avait deux expressions. Pour passer le y0 à droite, vous remultipliez par h. Vous avez la relation y1 égale y0 plus h fois y' de t0. Première relation que vous pouvez encadrer. Pour passer de y0 à y1, la formule qui permet de calculer y1 à partir de y0, on part de y0 et on fait h, c'est-à-dire le pas, multiplié par la dérivée de la fonction en t0. Alors, la dérivée de la fonction en t0, on la connaît. Pourquoi on la connaît? On la connaît par l'équation différentielle. Il ne faut pas oublier depuis le début qu'on est en train de résoudre une équation différentielle, laquelle y' égale ty plus t. Donc y' de t0, on le connaît. C'est t0, y de t0 plus t0. Puisque y est solution de l'équation différentielle. Je me repose 30 secondes. Je vérifie qu'il n'y a pas de question ici. Est-ce que, à votre connaissance, est-ce que vous savez qui ne serait pas là éventuellement sur les 43 élèves qu'on aurait attendus aujourd'hui? Parce qu'a priori, vous seriez que 42 avec moi, si je me compte moi. Si vous vous identifiez, vous me direz, c'est juste pour voir un peu si vérifier que personne ne se déconnecte trop durablement. Pour le TP de vendredi, tant que vous êtes tous là, quand vous allez trouver la suite. Pour le TP de vendredi, je vous rappelle premièrement que je vous avais demandé de le préparer un petit peu. Donc je vous ai donné l'énoncé la semaine dernière, ça tombe très bien. Je vous demande d'y passer un petit bout de temps, vous le lisez, vous lisez les 2 premières pages. Vous essayez déjà de faire un petit peu le début. Vous avez peut-être constaté qu'il y a des choses que vous avez oubliées ou qu'il faut vous relire un peu le cours. Donc vous le préparez un petit peu, pour que vendredi 10h on soit opérationnel. Et pour qu'il vous reste une trace, et un petit peu pour vous surveiller, entre guillemets, vous forcer à faire un petit travail personnel. À l'issue du TP ou à l'issue de la journée de vendredi, disons, si vous voulez remettre un petit peu en forme, ou disons dans les 48 heures, vous enverrez au professeur qui a votre TP en charge. Donc moi pour le groupe du matin, puis monsieur Le Sage ou madame De Vos sinon. Vous enverrez à votre professeur juste le fichier Python sur lequel vous aurez travaillé. Évidemment, on ne pourra pas vérifier exactement comment vous avez fait ça, si vous l'avez fait personnellement ou pas. Mais vous enverrez donc à vos professeurs assez rapidement, dans les jours qui viennent, là, après vendredi, le fichier Python du travail que vous aurez fait. Si vous avez des questions, bien sûr, vous me les poserez pendant le TP ou après le TP. Vous pouvez éventuellement les poser à eux aussi, pour que j'ai une trace un peu de votre travail et que je vérifie que tout le monde a un peu joué le jeu. En espérant que ce soit le seul TP en distanciel de l'année. Et si on s'en sort comme ça, c'est super. Alors, on continue.
je redescends un peu. On vient de voir deux choses en deux étapes. On va se résumer en une étape dans pas longtemps. Pour passer de y0 à y1, on fait h fois plus y' de t0. Le y' de t0, on le connaît, c'est t0 plus y de t0 plus t0. Le t0, on le connaît, et le y de t0, on le connaît. On sait calculer y1 en fait. Et bien en fait, on recommence. À chaque étape, on va recommencer, on va refaire la même chose. Les adresses email, oui, les adresses email, je vais vous envoyer ça. Je me note ça sur un coin de papier, mais je me note ça sur mon tableau. Là. Mail. Tac. Ce sera fait rapidement. Donc après, à chaque étape, on va faire pareil. Alors bien sûr, la seule chose qui va changer aux étapes ultérieures, c'est qu'on, comme je vous l'ai dit, je me répète un peu peut-être ce matin, mais la méthode de l'heure, une fois qu'on a bien compris le début, après le reste c'est facile. Les étapes d'après, c'est exactement pareil, à ceci près qu'on ne va pas partir d'une valeur exacte de la fonction, on va partir de la valeur approchée précédente qu'on a calculée. C'est-à-dire que, je lis ce que j'ai écrit, en réitérant le principe, à la quatrième étape, on calcule YK plus 1 à partir de YK. Le YK, c'est une valeur approchée de Y de TK. Sur le même principe. La seule différence, c'est que cette fois-ci, YK, c'est déjà une valeur approchée de Y de TK. Ce n'est pas la valeur exacte, mais c'est exactement la même chose ici. Je pense que vous n'êtes pas en retard, parce que je ne vais pas très vite, donc je redescends. Au point d'abscisse TK, on fait comme si YK c'était la valeur exacte, ce qui fait que la tangente, qu'est-ce qu'elle a comme coefficient directeur? La tangente au point, je le dis lentement, mais c'est là, tout ce que je viens de dévoiler ici, vous êtes en train d'écrire, c'est le cœur de la méthode de l'heure. Au point d'abscisse TK, on fera un petit dessin pour illustrer ça. La tangente, c'est Y' de TK. Nous, on ne connaît pas on connaît pas exactement Y de TK, mais on en connaît une valeur approchée YK. Cette tangente, qu'est-ce qu'elle a comme coefficient directeur? Le Y' de TK, il vaut à peu près TK plus YK plus TK, parce que ça, c'est l'équation différentielle. L'équation différentielle nous dit bien que Y' de TK, c'est TK fois Y de TK plus TK, et le Y de TK, c'est à peu près YK. Si vous remontez, c'est ce qu'on a fait exactement là-haut. La dérivée, donc en TK, le coefficient directeur de la tangente, c'est cette valeur-là. D'autre part, comme on va approcher la fonction par sa tangente, la relation qu'on avait écrite tout à l'heure pour Y1 et Y0, là on la généralise pour YK et YK plus 1. Passer de YK à YK plus 1, on se déplace de le pas multiplié par cette dérivée. On pourrait refaire un dessin ici, mais c'est vraiment le même dessin qu'à l'étape 0, donc si vous avez compris ce qui se passe à l'étape 0, après c'est pareil. Donc je répète une dernière fois, on approche la fonction par sa tangente, ça veut dire que YK plus 1, c'est YK plus H fois DK. C'est quoi DK? C'est le coefficient directeur de cette tangente. Le coefficient directeur de cette tangente, d'après l'équation différentielle, vaut TK plus TK ici. Comme je l'ai dit en le répétant 15 fois, ce DK, ce n'est pas vraiment Y' de TK, c'en est une valeur approchée. Parce qu'on commet une erreur. Quelle erreur on commet? On ne commet pas d'erreur sur le TK, en fait. Le TK, lui, il est exact. C'est le temps qu'on a échantillonné au départ. Par contre, le YK, on n'est pas sûr que ce soit Y de TK, c'en est qu'une valeur approchée. Donc en fait, on n'a pas le bon point de départ, on n'a pas la bonne tangente, on n'a pas le bon coefficient directeur, on a des erreurs qui se propagent petit à petit et qu'on va essayer de minimiser le plus possible. Si vous trouvez que je vais trop vite, je pense pas, mais si j'ai trop lentement, vous me dites. Hein. J'essaie de bien expliquer. Et puis comme je vous ai dit, je ne suis pas trop en retard. Donc...
Vos journées sont longues aussi. À 10 heures, je crois que vous n'avez rien aujourd'hui. Vous allez travailler tout seul vos maths, c'est ça? Ça marche. Ok. C'est bon, j'ai eu mes 5 oui, merci. Je descends, vous m'alertez si je vais trop vite, hein, mais je ne crois pas. Donc on comprend facilement deux grands principes avec cette méthode de l'heure. Premièrement, de manière générale, plus le temps augmente, plus l'erreur commise risque d'augmenter. J'ai bien mis risque, c'est pas sûr, ça dépend vraiment de comment est fichue la fonction. Je vous ai invité tout à l'heure à imaginer une sinusoïde. Si tantôt les tangentes sont au-dessus, tantôt les tangentes sont au-dessous, ben, peut-être qu'au bout d'un moment, ça peut se compenser et retomber à peu près sur les bonnes valeurs. Donc l'erreur risque d'augmenter avec le temps. On va voir sur des fonctions très simples du type exponentielle, x carré. Évidemment, si on est systématiquement sous la fonction, c'est de pire en pire. On va être de plus en plus en retard, de plus en plus en avance. Donc, premièrement, de manière générale, l'erreur commise risque d'augmenter avec le temps. Et deuxièmement, la précision et le temps de calcul, évidemment, ils vont augmenter. On augmente la valeur de n. Plus on va découper l'intervalle de départ en petits bouts, plus ça va prendre de temps, et plus on va être précis. Spoil à nouveau, la méthode de l'heure, on voit bien que c'est pas très compliqué. Hein. C'est une somme, un produit, un petit échantillonnage, une petite boucle qui va tourner n fois en gros. Ça va pas aller bien loin. La complexité va être comment à votre avis? Et du coup, on pourra très facilement prendre n égale 10 000 et avoir des solutions très très justes, comme on va le voir dès ce matin, je pense. Voilà, merci Gauthier, ça va être linéaire. Complexité linéaire, il n'y aura aucun problème. Le fichier Python, là, vous n'avez pas besoin de rentrer cette horrible adresse, bien sûr. De toute façon, je vais y venir dans un instant. C'est moi qui vais partager. Je vais allumer Piso et partager la fenêtre Piso. On va passer sur Piso dans 2 minutes. J'aurai fini d'écrire ça. Hop, donc ça, hop, Wikipédia, tac, ok. Alors, pendant que vous finissez d'écrire ça, moi j'allume Piso et je me prépare pour la suite. Hop. Tac. Alors, voilà. Hop. Ok. Si quelqu'un est en retard et ne souhaite pas que je coupe le partage, il me le dit tout de suite, sinon je vais passer sur Piso. Je surveille la fenêtre là. Si personne crie d'ici 10 secondes, je coupe le partage. Que je repartagerai, hein, de toute façon, que vous aurez en ligne, comme je vous l'ai déjà dit. Ok. Alors, c'est parti. Je ne stream plus ceci, je stream... je stream quoi? Ceci. Hop. Ok, normalement vous êtes sur la fenêtre, sur ma fenêtre Piso. Un seul petit oui suffira, c'est bon, ça marche. Merci Emilien, on est sur la fenêtre Piso, c'est parti. Alors,
je commande ça. Donc ça, pareil, ça vous pouvez arrêter d'écrire, hein, comme d'habitude en cours. Ça, je vous le partage aussi. Vous aurez le lien. Et puis bien sûr, dès qu'on se revoit, je vous donne la version papier en plus, comme d'habitude. Donc là-haut, vous voyez mes imports habituels. CP, parce que je vais vous montrer comment Python, lui, résout les équations différentielles. NumPy, comme d'habitude, on a besoin de NumPy. On va voir dans un instant pourquoi d'ailleurs. De NumPy, je vais importer des fonctions dont j'ai besoin, parce qu'à un moment dans le TP, on va tracer des fonctions. Par exemple, la solution exacte dont on a parlé il y a 40 minutes, elle faisait intervenir exponentielle, donc j'importe exponentielle. Puis j'en aurai besoin plus tard. On va bien sûr faire des graphiques, on va comparer les solutions approchées, les solutions exactes, etc. Donc j'importe Matplotlib. Et puis j'importe une fonction dont je reparlerai peut-être à la rentrée. La bibliothèque cp.integrate. Cp.integrate, je crois que c'est celle où on a été chercher certaines méthodes comme Newton, ou la méthode des dichotomies, ou la méthode des règles des trapèzes. C'est une sous-bibliothèque CP où il y a plusieurs commandes magiques comme ça qui permettent de faire directement le travail avec. Alors, ce que j'appelle le bloc 1, c'est la résolution de l'équation différentielle, celle qu'on est en train de résoudre, hein, y' moins ty égale t, condition initiale y1 égale 4. Je vais commencer avec un nombre d'intervalles très petit, n égale 20, pour qu'on voit un peu ce qui se passe. Là, il y a une erreur, c'est pas Euler sur 0,1, il faudra que je corrige, c'est Euler sur 1,3. On va résoudre sur l'intervalle 1,3 cette équation différentielle de manière approchée. Je rentre une bonne fois pour toutes les bornes de mon intervalle ici. On voit certains encore des fois quand ils font de l'informatique, je leur demande de résoudre sur 1,3 et le nombre 1 par exemple, il figure 2, 3, 4, 12 fois dans le programme. Surtout pas. 1, une bonne fois pour toutes, il s'appelle A, et ensuite tout le reste, je le ferai avec A. Comme ça, si j'ai besoin de changer l'intervalle, j'ai juste besoin de changer une fois les bornes de l'intervalle au niveau du AB ici. Le pas de la méthode, qu'est-ce qu'on a dit que c'était? On a dit que c'était la longueur de l'intervalle divisé par le nombre d'intervalles. Bien sûr, c'est B moins A divisé par N. On retrouve un peu ce qu'on avait vu pour la méthode des rectangles. Je continue de descendre. On commence par l'échantillonnage de temps. Alors, début de la méthode de l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on prenait un intervalle et qu'on le découpait en n intervalles, faisant intervenir n plus 1 valeur. Et nous avons déjà vu cette année une commande NumPy, très pratique, qu'on va utiliser sans cesse, c'est linspace. Linspace, donc c'est une commande NumPy, vous lui donnez la valeur de départ, la valeur d'arrivée, petit a, petit b, et le nombre de points que vous voulez dans votre échantillonnage de l'intervalle. En faisant ça, il va vous échantillonner de manière régulière, avec un pas régulier, n plus une valeur entre A et B. La première, ce sera A, la dernière, ce sera B. S'il y a n plus une valeur, il y aura bien n intervalles. InSpace, ça fonctionne en donnant le nombre de points. La variante, ce serait avec arrange. Donc, il y a d'autres équations différentielles qu'on va résoudre dans ce fichier Python plus tard dans le cours. Ce sera donc à la rentrée. Arrange, je ne sais plus dans quelle mesure on en a parlé nous cette année. J'en ai parlé avec les deuxièmes années, donc peut-être que je confonds. Arrange, au lieu de lui donner le nombre de points, est-ce que vous vous rappelez ce que vous lui donnez? Tout ça figurant dans vos résumés couleurs, hein, d'ailleurs. Sur les résumés couleurs de la banque PT que je vous ai distribués, interviennent linspace et interviennent arrange. Mic on. Je prends 2 secondes pour vérifier ce que je suis en train de vous raconter d'ailleurs. Parce que des fois j'ai des surprises avec ces résumés couleurs, il n'y a pas tout à fait ce que je pense qu'il y a. Sur le résumé couleur, s'il y en a qui ont ça sous la main, blablabla, je regarde, page 2, c'est pas là. Et si je regarde page 1, ben, c'est pas sûr qu'ils y soient en fait. Des fois, des commandes faciles comme ça, ils y sont pas. Non. Eh bien, non, en fait. Linspace et arrange.
On considère que... Ah si, c'est en plein milieu. Page 2 du résumé couleur. Il y en a peut-être qui me l'ont dit de tout à l'heure. Page 2 du résumé couleur, vous avez un petit encadré avec un truc jaune qui s'appelle générateur. Donc, pourquoi on appelle ça des générateurs? Parce que ça génère des valeurs comprises entre telle ou telle valeur pour. Alors, Pierre me dit, en range, on met les bornes. Ben non, les bornes, c'est l'InSpace. L'InSpace, justement, on a mis les bornes. A et B, c'est les bornes. Dans range, en fait, dans range, on met aussi des bornes. Et au lieu de mettre le nombre de points, on met le pas. Donc, l'InSpace, vous pouvez le noter, c'est important. Vous pouvez le noter dans votre cours, petite remarque, voir fichier Python. L'InSpace, nombre de points, range, le pas. Alors, vous regarderez dans le résumé, puis on verra plus tard, on en reparlera à la rentrée. Très bien, Pierre, ça me va. Range, on met les bornes et le pas. Oui, tout à fait. Excuse-moi, j'avais mal lu. Les bornes et le pas. La petite subtilité avec range, on en reparlera, c'est que la valeur de droite, elle est exclue. C'est un détail infinitésimal. Bref, on continue. Donc, le temps, ce que ça va être que le temps IT, ça va être je peux mettre si vous voulez, un dièse ici, puis déjà exécuter ces premières lignes là. Comme d'habitude, les imports. Qui prennent du temps. Puis. Ah. Est-ce que j'ai pas des entraînements? Je les ai reposés ici. Ah, d'accord, merci. J'ai la cour, j'ai la salle toute la matinée. D'accord, je vais faire. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je disais? Oui, je disais donc que j'avais exécuté ça, puis ça, voilà. Donc si vous regardez là-haut, c'est pour simplement que tout le monde comprenne bien, parce que des fois, il y en a qui ne réalisent pas ce qu'il y a dans le temps. Regardez ce qu'il y a dans le temps. Là, on le voit très bien en haut de l'écran. Il y a 21 valeurs, comprises entre 1 et 3. Évidemment, j'ai pris un intervalle de longueur 2, j'ai mis 21 valeurs, c'est-à-dire 20 intervalles. Chaque intervalle fait une longueur de 0,1. 2 divisé par 20. Donc voilà ce que fait temps. Donc temps, ensuite je vais récupérer. Ce que mathématiquement, là, il faut qu'on passe de l'analyse mathématique qu'on a faite à l'analyse non. Ce que j'ai appelé les TK dans le travail qu'on a fait aujourd'hui, bah, c'est les temps crochet K. TK, pardon, je mets 4. T4, c'est, alors, je trouve qu'il y a des petits problèmes d'affichage ici, mais T4, c'est la valeur qui est ici, là, 1,4, qui l'affiche en 1,39 ici. Donc les temps, je vais les récupérer comme ceci. Ça va être les TK, c'est-à-dire les temps crochet. Ensuite, Y, ça va être un tableau contenant les fameux YK que nous calculons avec la méthode de l'heure. Je rappelle que l'objectif de la méthode de l'heure, c'est de calculer des valeurs Y0, Y1, Y2, jusqu'à Yn, des valeurs approchées de la fonction en T0, T1, T2, Tk. Au début, mon tableau Y, donc c'est un tableau, je le remplis de 0. Ces valeurs, elles valent toutes 0. Simplement, si vous voulez, je prépare mon tableau. Je prépare un tableau, non pas vide, mais avec des valeurs qui sont au départ toutes nulles. Donc en NumPy, j'ai une commande qui permet de faire ça, c'est 0. Petite astuce ici, pourquoi j'appelle ça astuce? En TP, vous avez vite fait de confondre le nombre d'intervalles, le nombre de points, et puis de confondre 20 avec un 21 par exemple, ou 100 avec 101. Et puis vous allez me définir par exemple un tableau avec 100 valeurs de temps ou 101 valeurs de temps. Et puis dans les ordonnées, dans les YK que vous me calculez, vous en oubliez une ou vous en mettez une en trop. Vous voyez ce que je veux dire? Il va y avoir un petit décalage de 1 parce que vous n'avez pas fait attention. Au moment où vous allez vouloir tracer, il va y avoir une erreur. La plotlib, là, plot, il va vous dire, bah non, là j'ai 99 valeurs, là j'en ai 100, ça ne veut rien dire. Donc, pour être sûr et certain que Y fait exactement la même longueur que temps, bah, je mets cette petite astuce en place. Y, c'est un tableau rempli de 0 qui fait exactement la même longueur que temps. Ça, je suis sûr qu'il fera la même longueur, je ne vais pas me poser la question. Je n'ai même pas à calculer si c'est n, n plus 1 ou je ne sais pas quoi. Dans la première case de ce tableau Y, je mets Y0, c'est-à-dire 4, la valeur initiale. Et ensuite, je calcule successivement Y1, Y2, Y3, Y4, jusqu'à Yn.
Je fais apparaître dans une boucle 2 lignes qui correspondent à la petite analyse qu'on a faite il y a une demi-heure. Chaque étape, à l'étape K, qu'est-ce que je fais? Je calcule ma dérivée, qui est en fait une dérivée approchée, c'est-à-dire le coefficient directeur de cette fameuse tangente. Cette tangente, qu'est-ce qu'elle a comme coefficient directeur? Le nombre dérivé. Le nombre dérivé, ben ça, je vais le chercher dans l'équation différentielle. L'équation différentielle, c'est y' égale ty plus t. Donc la dérivée à chaque étape, dérivée en tk, je pourrais compléter en fait, c'est la dérivée approchée en tk en fait, je pourrais faire comme ça. Tk informatiquement, ça correspondra à temps crochet k en fait. K, notation mathématique, temps crochet k, sa correspondance informatique. Donc la dérivée approchée, elle vaut temps k plus temps k fois yk. Parce que l'équation différentielle, je répète encore, c'est y' égale ty plus y. Ensuite, c'est le premier dessin qu'on a fait il y a 3 quarts d'heure. Quand vous avez le coefficient directeur de la droite rouge, là, la tangente, le coefficient directeur, c'est aussi yk plus 1 moins yk divisé par le pas. Vous vous rappelez cette histoire de variation en ordonnée divisée par variation en abscisse. Et cette formule, si on la résout, si on la retourne en 2 secondes, permet bien de calculer yk plus 1 à partir de yk. Yk plus 1, c'est yk plus le pas multiplié par cette dérivée. Et c'est tout, c'est terminé en fait. Voici la méthode de l'heure. Je n'ai pas perdu de vue qu'il est 9h58, je vous demande encore 2 minutes, on va faire tourner ça 2 secondes. Ça, on n'en tient pas compte pour l'instant, d'accord? Pour l'instant, vous ne regardez pas ça. On a fini. Je finis rapidement. Ça, c'est la solution exacte. L'équation différentielle, on sait la résoudre, et je vous ai annoncé que les solutions exactes que vous êtes capable de calculer, c'est ça. Je vais finir, vous afficher un graphique. On lui donne un nom à ce graphique. Ici, je précise que je veux en abscisse l'intervalle AB et en ordonnée l'intervalle 3, 50. Je trace la solution exacte avec un échantillonnage de temps. Donc, je rééchantillonne le temps avec un nouveau lean space entre A et B avec 101 valeurs pour que ça fasse une belle fonction avec assez de valeurs, pas qu'on voit apparaître des segments. Je trace la solution exacte. C'est des révisions, choses qu'on a révisées récemment. La solution exacte, je la trace en rouge. Il y a un R pour rouge. Et je trace, alors je ne vais pas tracer ça là, comme je les ai dit, ça on en parlera la semaine prochaine. Et je trace ma solution à moi, celle que j'ai trouvée avec Euler. Celle que j'ai trouvée avec Euler, c'est quoi? C'est les points qui ont leur abscisse dans le tableau de temps, leurs ordonnées dans le tableau Y. Ma solution à moi, Euler, je la trace en bleu. J'exécute ce petit code, c'est rapide. Et a priori, vous ne voyez pas apparaître le graphique, donc je finis par partager ce graphique pour finir. Changer de fenêtre. Hop, partager. Et normalement, en conclusion, vous voyez apparaître le graphique qui mettra fin au cours de ce matin. Petit commentaire final. Sur ce graphique, vous voyez la solution exacte, qui est la solution rouge. Vous voyez la solution avec Euler, en tout cas avec 20 points. Vous voyez la fenêtre graphique là, parce qu'il me dit que c'est en pause, je sais pas quoi. Oui, on voit le graphique. Ok, ça marche, merci. Oui, j'aime bien vous entendre aussi, c'est bien si vous pouvez parler un peu. En plus, dans cette salle là, il y a les gros haut-parleurs, donc je vous entends dans toute la salle, c'est super. Voilà, donc en conclusion, on reprendra ça tranquillement à la rentrée. Vous avez la solution exacte en rouge. Et alors, comme prévu, comme on l'avait annoncé, la solution avec Euler, elle passe trop bas, puisqu'à chaque fois, les tangentes sont trop basses. Si vous regardez de très près le graphique, on voit un tout petit peu les segments. On voit qu'en fait, c'est une vingtaine de segments collés les uns aux autres. On voit que c'est un petit peu anguleux, la courbe bleue. Je vous partagerai le fichier d'ici, je ne sais pas, 24-48 heures. Là, je vous remets tout ça à jour sur le fichier en ligne. Vous aurez aussi le fichier Python que vous pouvez télécharger, sur lequel vous pouvez vous amuser un peu. Notamment, prenez peut-être 2 minutes pour changer le nombre de points. Mettez 100 points, regardez ce qui se passe. Vous allez voir qu'avec ne serait-ce que 100 points, la courbe bleue et la courbe rouge sont extrêmement proches. Et après, si vous en mettez 1000, elles sont totalement confondues. Discernables.
Je vous donne rendez-vous pour le TP de vendredi, donc pivot de Gauss. Pendant les vacances, je vous embête pas trop. Vous essayez de retravailler tout ça tranquillement, de retravailler la méthode de l'heure, de retravailler pivot de Gauss, finaliser votre TP en début de vacances pour pouvoir nous l'envoyer, et puis être complètement opérationnel et en forme à la rentrée. Est-ce qu'il y a des questions avant que je coupe tout ça? Je suis joignable de toute façon dans les semaines qui viennent. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de me joindre. Ok. Alors, comment ça se fait que je ne vois pas la même chose ici et dans l'autre fenêtre? La reprise, en fait, on va voir comment. Il faut que j'en parle avec les collègues, mais. Non, mais alors en fait, je ne sais pas si vous avez compris la subtilité de la chose, c'est que vous êtes les bienvenus en cours le 3 mai. En l'état actuel des choses, vous êtes bienvenus en cours le 3 mai, mais pas à l'internat. Alors je sais, ça pose des petits problèmes. Et a priori, ce qui risque de se passer à la rentrée, parce qu'on a bien compris avec mes collègues que certains d'entre vous ne vont pas pouvoir reprendre les cours s'ils ne sont pas à l'internat. Si tout va bien, il y en a ceux qui peuvent et qui veulent seront en cours, et les autres seront à distance. En fait. Vraiment, vous ne pouvez pas. Non, mais voilà, on est d'accord que ne pas avoir d'internat va être extrêmement problématique pour beaucoup d'entre vous. On en est conscient. Madame Canet, elle a déjà prévu de négocier que vous reveniez plus tôt que le 15 mai. Je crois que là, il faut laisser passer les vacances, attendre que la situation sanitaire se détende un peu, attendre que Madame Souillot se soit reposée aussi. Et si à la rentrée, le 26 avril, on arrive à négocier que vous reveniez plus tôt à l'internat, on fera tout ce qu'on peut pour. Mais les premiers, vous croyez bien qu'on est les premiers à absolument souhaiter que vous soyez là le plus tôt possible. Donc voilà. Bon, au pire, si vous étiez maintenu à distance jusqu'au 15 mai pour certains d'entre vous, en tout cas, vous voyez qu'en informatique, on arrive à faire des choses, à travailler ensemble, et puis c'est comme ça. Et voilà. On peut estimer que sur l'ensemble de l'année, on s'en est pas trop mal sorti par rapport à beaucoup de vos collègues en France qui ont fait beaucoup de distanciel, fois au moins une semaine sur deux depuis septembre. Donc, on fait tout ce qu'on peut nous, on vous tient au courant. Ça marche? Je vous laisse pour aujourd'hui et je suis joignable si besoin. D'accord, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée et merci.